TFM Midi. Babacar Fall. Merci. Nous aviserons, mais pour l'instant, il faut y aller. Le conseil de surveillance qu'il dirige et la direction de l'Agence nationale des écovillages ont tenu leur conseil hier à Bakombel, une manière pour eux de constater les réalisations sur le terrain. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Le porte-parole du Parti socialiste sur le procès Barthélémy Diaz et sur d'autres questions également. Ce procès, en tout cas, aura lieu demain. Et comme vous le savez, le maire socialiste de Mermoz Sicap Sacré-Cœur est prêt à répondre devant la justice, mais à condition qu'un certain nombre de personnes soient convoquées. Nous sommes à la veille de ce procès qui suscite beaucoup de controverses. Et donc ce midi, l'avocat Barthélémy Diaz, maître Aïssata Tall Sall. Bonjour maître. Bonjour Antoine. Votre client maintient-il toujours sa décision de ne pas répondre si certains ne sont pas convoqués, ou bien il y a un changement de décision entre-temps? Antoine, merci beaucoup. Et merci de votre commentaire. Vous l'avez dit, c'est un procès qui est attendu avec beaucoup d'intérêt par les Sénégalais. Non pas parce qu'il suscite de la passion, mais parce que les gens veulent savoir. Or, il se trouve que Barthélémy Diaz lui-même et ses avocats veulent que cette affaire aille jusqu'à son terme. C'est la raison pour laquelle, je le rappelle, et ce n'est pas rien, il avait de lui-même demandé à l'Assemblée nationale de lever son immunité parlementaire. Demain, nous ferons face à nos juges. Nous ferons face à l'accusateur, c'est-à-dire le procureur de la République. Mais demain, ça sera une audience de mise en état. C'est-à-dire que le tribunal va constater que les parties sont là, que les témoins sont là. Si nous entendons citer des témoins, nous le dirons au tribunal. Oui. Le tribunal accédera à notre demande ou n'accédera pas. Il est souverain d'arbitrer par rapport à notre requête. Donc c'est ce qui va se passer demain. C'est la raison pour laquelle j'appelle tout le monde au calme. Ce n'est pas peut-être un dossier comme un autre, oui, mais ce n'est qu'un dossier aux yeux de la professionnelle que je suis. Finalement, vous serez donc au tribunal, ce qu'on peut retenir. Oui, bien sûr. Oui. En tout cas, nous les avocats, nous y serons. Maintenant, ce que Barthélémy dit fait partie de la stratégie de défense. Nous en discuterons, parce que Barthélémy n'est pas seul. Il est assisté par des avocats. Ces avocats-là se sont constitués en collectif. Ils discuteront entre eux, ils verront quelle est la meilleure posture pour défendre Barthélémy Diaz. Oui. Mais moi, personnellement, pour ce qui me concerne, j'entends défendre un client qui est à la barre. D'ailleurs, c'est la loi en matière pénale. Si votre client ne comparaît pas, vous n'êtes même pas autorisé à prendre la parole. Donc, je serai à la barre, je pense avec mon client à la barre, je pense avec mes autres confrères à la barre, et puis la justice fera son œuvre. Oui, est-ce que ce procès ne risque pas de laisser un goût d'inachevé si toutes les personnes qui sont censées comparaître ne sont pas là-bas? Mais vous savez, personne n'est obligé de comparaître en justice. La justice peut, elle, vous contraindre à le faire. Mais de vous-même, vous êtes libre d'y aller et de ne pas y aller. Ce que nous savons de ce dossier, et nous le dirons aux juges, parce qu'en la matière, même si l'opinion est notre interlocutrice finale, notre interlocuteur principal, c'est quand même le juge. C'est lui qu'il faut convaincre de l'innocence de Barthélémy Diaz. C'est lui qu'il faut convaincre que tous ces faits-là qui se sont passés ne peuvent pas constituer à la charge de Barthélémy Diaz un délit. Donc, c'est à lui que nous allons nous adresser. Et l'essentiel, si ces personnes comparaissent ou elles ne comparaissent pas, l'essentiel est que le juge soit convaincu de notre bon droit. C'est un exercice qui est difficile, mais c'est notre exercice, c'est notre art en tant qu'avocat, et nous le ferons. Et je pense, Inch'Allah, que nous arriverons à convaincre le tribunal. Très bien, merci. Maître Aïssata Tall Sall, avocat de Barthélémy Diaz, dont le procès s'ouvre demain. C'est une délégation de Manko Wattu Sénégal qui sera reçue demain par le président de la République, Macky Sall. Elle pourrait être composée de 8 membres selon nos informations. Mais quoi qu'il en soit, au sein de cette plateforme de l'opposition, on ne dit pas la même chose au sujet de cette audience qui permettra d'évoquer un certain nombre de questions au-delà de cette audience qui aura lieu demain. Le constat est que l'opposition est souvent divisée sur des sujets majeurs, que ce soit aujourd'hui ou hier. Binta Diallo. Quand
des partis souverains se liguent en alliance, les décisions communes ont du mal à prospérer. Et les exemples ne manquent pas. Dernière en date, la coalition Ouattou-Sénégal qui se rend au palais demain dans la division. Tous ne sont pas tombés d'accord sur la demande d'audience adressée au chef de l'État. Résultat des courses, une délégation de 8 représentants des partis qui forment la coalition seulement sera envoyée chez Macky Sall pour discuter d'une question aussi importante que le processus électoral, objet de désaccord entre le pouvoir et l'opposition. Et ce n'est pas cette fois only, comme disent les Anglais, que l'opposition sénégalaise ne s'entend sur l'essentiel. Macky Sall, en 2012, avait choisi de ne pas se conformer au choix de l'opposition d'alors de rester à Dakar et de manifester quotidiennement contre la décision de Maître Abdoulaye Wade de briguer un 3e mandat. Le chef de l'APR avait tout simplement décidé d'aller battre campagne à l'intérieur du pays et de solliciter les suffrages des Sénégalais. En 2007, l'on se rappelle l'audience que Wade avait accordée à Idrissa Seck. Le leader de Rewmi s'y était rendu en mettant sur le fait accompli et avec une surprise, la coalition Djamedji à laquelle il avait adhéré à l'orée des législatives et de la présidentielle découplée de 2007. Au Sénégal, les coalitions de l'opposition ne sont que conjoncturelles parce que les partis ne s'entendent que le temps d'une rose. Le choc des ambitions et les égos à la limite surdimensionnés font que les alliances se disloquent. Le consensus, c'est ce qui les divise le plus souvent. C'est le jeu de dupes qui prévaut. Le président Abdoulaye Wade, on s'en souvient, était passé par Djibo Letika pour affaiblir le CPC, alors que le leader de l'URD était un des animateurs du cadre permanent de concertation de l'opposition face au régime libéral. Comme quoi, la question du leadership et du statut de l'opposition pourrait être les seules voies du salut. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. 12h11, une femme violée puis tuée cette nuit. Les faits se sont produits au quartier Château d'Eau dans la commune de Bignona. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé ce matin sur son lit par ses proches plongés dans l'émoi. Lamine Ba. C'est la consternation au quartier Château d'Eau situé dans la commune de Bignona. Le corps ensanglanté sans vie de Mariama Badji a été retrouvé tôt ce matin dans sa chambre par ses proches. Pour son frère cadet Mohamed Lamine Keba Badji, la victime a été d'abord violée puis étranglée cette nuit. En fait, nous nous sommes réveillés le matin, on n'a pas vu la grande sœur. La maman, d'après ce qu'elle m'a relaté, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu la porte ouverte, la fenêtre aussi ouverte. En fait, elle s'est inquiétée. Moi, je suis sorti, j'ai demandé, où est la grande sœur? La grande sœur, j'ai réveillé, mais elle ne répond pas. J'ai beau appeler, elle ne répond pas. Lorsqu'elles sont entrées, ma maman et la femme se sont rendues compte que voilà, il y a le corps sans vie. Apparemment, elle a été violée, ensuite peut-être étranglée. Aucune information pour le moment n'oriente sur l'identité de l'auteur, mais des indices attestant de la présence d'un violeur ont été retrouvés dans la cour de la maison, selon toujours le frère de la victime. Elle a en fait escaladé. On s'est rendu compte qu'on a vu des empreintes de quelqu'un nu, voilà, derrière. Ce crime a plongé le quartier dans la psychose totale. Effectivement, dans la psychose totale, monsieur. Dans la psychose totale, si on ne peut pas avoir la sécurité chez soi, mais je ne sais pas où est-ce qu'on aura cette sécurité. Les hommes de la brigade de gendarmerie de Bignona, appuyés par la brigade de recherche, ont ouvert une enquête sur cette affaire pour tenter de retrouver l'auteur de cet acte qui, dit-on, sème la panique dans différents quartiers de Bignona depuis quelque temps, avec des séries de viols notés régulièrement. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le chef d'état-major des armées, le général Mamadou Sow, a fait ses adieux aux armées ce matin. 39 ans de service, dont les 4 à la tête de l'armée sénégalaise. Le général Mamadou Sow a reçu les hommages de la nation. Son bilan est jugé positif par le ministre des Forces armées. Il sera remplacé par le général Chergué, qui sera installé ce vendredi. La cérémonie d'adieu a eu lieu ce matin au camp Djaldiop, compte rendu de Migui Maram Ndiaye lors de nos prochaines éditions. Les sortants de la FASTEF de 2013 de la formation payante se signalent à nouveau aux autorités. Ils continuent de réclamer le recrutement et dénoncent un manque de volonté politique de la part du gouvernement depuis qu'ils ont arrêté leur grève de la faim suite à une intervention du médiateur de la République. Les autorités ne se sont pas souciées de leur situation. Le coordonnateur de ce collectif interpelle le chef de l'État, Alfousseyni Keïta, avec Georges Detchedjab. Nous voulons alerter l'opinion publique
pour éclairer leurs lanternes. Comme quoi, malgré toutes les démarches qui sont entreprises jusque-là, avec le gouvernement, les engagements ont été pris avec le gouvernement du Sénégal, mais jusque-là, ces engagements ne sont pas respectés. Pour rappel, l'année dernière, le mois de janvier, nous avons entamé une grève de la faim avec l'intervention du médiateur de la République, M. Alioune Badara Cissé, qui nous a convaincus de suspendre notre mode de grève. Cela a été fait. On a eu 3 rencontres au niveau de la médiature et M. Cissé a pris le dossier, il s'est engagé, il s'est donné corps et âme pour la résolution de ce problème, mais malheureusement jusqu'à présent les choses tardent à se matérialiser. Nous lançons un appel au président de la République et à son gouvernement de tout faire pour régler le problème des sortants de la FASTEF, parce que 3 ans ce n'est pas un jour ni 2 jours. Nous voulons servir notre nation. L'école sénégalaise a besoin de nous. Nous lançons un appel solennel aux autorités de ce pays pour régler le problème des sortants de la FASTEF promotion en 2013 qui n'a tant duré. Le problème se situe au niveau de l'État. Je pense qu'il y a un manque de volonté politique parce que depuis 2013, après avoir fait notre formation, nous avons nos diplômes. Jusqu'à présent, nous courons derrière notre affectation. Nous demandons aux autorités de réagir, de régler ce problème. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h15 partout au Sénégal. À Saint-Louis, on attend le début des travaux d'assainissement de la commune après la démolition de 2 mosquées de Guet-Ndar, objet de litige. Alors que les populations s'impatientent, la mairie dit être dans les délais. Pour l'heure, l'entreprise est en train de s'installer pour assurer les travaux en toute sécurité. Correspondance Mohamed Nabissila. Il n'y a pas beaucoup de changements sur le boulevard fluvial de Guet-Ndar, à l'exception des 2 mosquées réduites en gravats. Pour preuve, les réparateurs de motos de pirogue, les abris de fortune qui servent de lieu de palabre et les charpentiers qui fabriquent ou rafistolent les embarcations sont encore sur cet endroit. Ici, on ne comprend pas trop, selon Adi Diallo, un habitant de Guet-Ndar. Aujourd'hui, on s'attendait à des machines, mais aujourd'hui, c'est le calme plat qui règne aussi sur la berge. Les gens sont obligés de reprendre les lieux de façon spontanée. Je ne sais pas ce qu'Alte va faire. Edi Bigué, ancien président du conseil de quartier de Guet-Ndar, de s'interroger sur les véritables intentions de la mairie. Donc, ce que nous demandons, c'est que les populations guet-ndariennes soient impliquées pour que nous sachions exactement ce que veut cette commune. Au contraire, ceux qui étaient partis sont en train de revenir doucement. Et en fin de compte, on risque d'assister à d'autres incidents que nous ne souhaitons pas. Balagué, adjoint au maire de Saint-Louis, reprécise le projet. Le projet qui est prévu et qui est imminent et qui a démarré, c'est le projet d'assainissement de Guet-Ndar, actif. L'assainissement, c'est à peu près 2 milliards. J'ai dit que l'entreprise a démarré parce qu'il a un délai de 12 mois. Il explique que des sommations sont distribuées aux occupants pour des travaux qui ont démarré. Et on a distribué des sommations à ces derniers. Le délai de rigueur, c'est le 5 décembre. C'est pourquoi l'entreprise ne voulait pas attendre. Mais ils ont fait 80% de ces... Et ils comptent les déplacer sur le site aujourd'hui même et pour déplacer carrément le personnel et le matériel. La mairie compte mettre à contribution la police pour sécuriser les travaux en attendant les autres projets qui porteront les réalisations à plus de 7 milliards de francs CFA. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Tivaouane prépare le Gamou qui aura lieu dans 12 jours. Ainsi, la municipalité, le comité d'organisation et les populations ont pris la décision de rendre propre la cité religieuse avant et après l'événement. Cette année, d'importantes mesures ont été prises. En ligne de caisse, Charante Diop. Tivaouane, dans la ferveur du Gamou, les autorités locales veulent vider la cité religieuse de ses ordures avant et après le Mauloud. Une opération d'envergure de nettoiement des rues et quartiers est lancée. Cette année, c'est tout Tivaouane qui est mobilisé. Mamadou Diagne Simbang, le maire de Tivaouane. D'ailleurs, nous avons mis en place un comité communal d'organisation où est présente la mairie, les jeunes, les femmes, les ASC. Et ce qui nous rend encore plus heureux, c'est le fait que également, non seulement il y aura un nettoyage en amont, mais surtout après le Mauloud. C'était vraiment là le casse-tête qu'on avait. Mais dès le lendemain du Mauloud, nous pouvons retenir un jour pour remettre la même opération de 7 jours que nous avons eu en amont du Mauloud, pour que Tivaouane, en tout cas cette fois-ci, puisse être libéré de ces déchets le plus tôt possible. Et rappelez surtout que ce que nous le faisons en co-organisation avec le comité d'organisation au service du Khalif. Dans le cadre de la modernisation des cités religieuses,
un important programme d'investissement est mis en œuvre par l'État pour doter Tivaouane d'infrastructures de nouvelle génération. Ibrahima Diagne, le coordonnateur du programme national de gestion des déchets. L'État du Sénégal a déjà mis en place un programme d'investissement à hauteur de plus de 4 milliards pour doter de Tivaouane d'infrastructures aux normes qui vont permettre la valorisation des déchets. Tivaouane a longtemps souffert d'ordures, mais aujourd'hui, cette page est en train d'être tournée grâce au programme And Defar Sogor déroulé par la Sonatel en partenariat avec la commune de Tivaouane. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Toute autre chose, les enquêteurs de l'OFNAC bénéficient pendant 2 jours d'un renforcement de capacité. Avec cette formation, ils vont mieux maîtriser la lecture et l'analyse de la cohérence des états financiers et principaux documents. La fraude et la corruption, 2 fléaux qu'il faut combattre selon l'Union européenne. Une enveloppe de 264 millions de francs CFA a été mise sur la table pour appuyer les différentes actions de l'OFNAC, compte rendu à Wambaye. La corruption étant un problème durable au Sénégal. C'est Clément Schwarter, le représentant de la délégation de l'Union européenne, qui commence ainsi ses propos. La corruption, un fléau présent dans le secteur public et privé au Sénégal, donc il faut le combattre parce qu'il compromet tout effort de développement. Le Transparency International a un indicateur qui dit voilà, le Sénégal est actuellement à 43 avec une amélioration les dernières années, mais cependant tout ce qui est au-dessous des 50, il y a encore un problème sérieux avec la corruption. Donc je souhaite bon succès à l'OFNAC d'améliorer ces indicateurs et sortir de la perception corruption épidémique qui est actuellement constatée par Transparency International. La présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, Seynabou Ndiaye Diakhaté, ne donne pas de détails sur les différents dossiers dont les enquêtes sont en cours et les sous le sceau de la confidentialité, dit-elle. J'ai hérité de nombreux dossiers et je suis en train de les étudier avec les agents. Et nous sommes soumis aux règles et principes qui gouvernent toute enquête, c'est les règles de secret et de confidentialité. Et sur cet atelier de renforcement de capacité des enquêteurs de l'OFNAC sur la lecture financière, Seynabou Ndiaye Diakhaté trouve essentielle cette formation. On a pensé l'organiser pour que nos enquêteurs au niveau de l'OFNAC puissent lire de façon efficace et comprendre facilement les nouvelles normes qui guident donc le système comptable. Pour que des sanctions puissent être appliquées, il faut au préalable un contrôle bien fait selon les normes financières nationales et internationales, et l'OFNAC veut se donner les moyens d'y arriver. Cette information qui nous vient de notre correspondant à Louga, 60 moutons volés la nuit dernière au domicile du khalife général de Guet Ardo dans le département de Louga. Le khalife Mamadou Amadou Aïssatou demande aux autorités de sévir contre les vols de bétail devenus récurrents dans le département de Louga. RFM. L'actualité internationale. La Gambie d'abord, Georges Déthié-Diop, avec l'élection présidentielle prévue demain. Déjà l'opposition bande les muscles parce que convaincu de sa victoire. Oui, pour la coalition de l'opposition, Adama Barrow va sortir vainqueur du scrutin. Par conséquent, Yahya Jammeh doit accepter le verdict des urnes. À défaut, l'opposition a sa stratégie pour l'y contraindre. Madame Tambandjian Fatoumata Diallo, membre de la coalition de l'opposition gambienne. Notre pouvoir, c'est la carte électorale. Il y a le peuple qui est derrière nous. La majorité de la Gambie sont derrière nous. Donc, quoi qu'il manigance, nous pensons qu'on croit dans notre loyauté de notre peuple et le soutien de notre peuple. Donc, et non seulement cela, on est parti à un niveau où on n'a plus peur de Yahya Jammeh de faire quoi que ce soit. On ne veut pas la violence. Mais ce que nous allons faire, on a un plan B. Nous ne souhaitons pas aller au plan B. Plan B, on ne peut pas dévoiler les secrets quand on va en guerre. Il faut garder les secrets quand on est contre l'ennemi. Vous craignez alors un hold-up électoral? Oui, on craint, on ne craint pas. Il n'y a plus de raison de craindre parce qu'il y a jamais une personne qui sert la nation. C'est pas le contraire, c'est pas la nation qui le sert. Donc on n'a plus peur de lui. On va le montrer qu'on a les cartes et si on ne gagne pas, on espère et on nous souhaiterons que vraiment il cède le pouvoir. Dès qu'on annonce qu'il y a la victoire de l'opposition, qu'il cède le pouvoir. Sinon, nous serons obligés de vraiment aller au plan B. À suivre donc cette élection présidentielle en Gambie. Au Mali, le général Amadou Aya Sanogo, rattrapé par son passage à la tête du pays,
18 ex-putschistes devant la cour d'assises ce mercredi. Le général Sanogo et ses 17 co-accusés, le procès se tient à Sikasso, à 360 km au sud de Bamako. Ils sont accusés d'avoir enlevé et assassiné 21 bérets rouges, soldats qui étaient favorables donc à l'ancien président Amadou Toumani Touré. C'était suite à des affrontements le 30 avril et le 1er mai 2012. En fin 2013, leurs corps ont été découverts dans un charnier près de Kati où Sanogo avait établi ses quartiers. Au camp militaire de la zone, les avocats de Sanogo ont demandé mercredi un renvoi du procès. Ils ont dénoncé des irrégularités dans la préparation du jugement. La situation en Centrafrique, le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide se confie à RFM sur les violences ciblées. Adama Dieng dénonce des violences dirigées contre les Peuls. Cela fait suite aux affrontements qui ont opposé deux factions armées de l'ex-Séléka. Au moins 85 morts dans ces violences ciblant les Peuls. Situation préoccupante parce que dangereuse. Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide demande l'installation rapide du tribunal spécial pour la Centrafrique. Adama Dieng joint à New York. Voilà qu'à nouveau, alors que l'on espérait que la paix allait être une paix durable, au même moment que deux groupes armés qui appartenaient aux ex-Séléka ont lancé des attaques dans la ville de Blia, qui a causé des pertes en vies humaines assez importantes, mais aussi des déplacements de population. Pas moins de 11 000 personnes. Il y a aussi, il faut le dire, des personnes qui commencent à nouveau à quitter leur village par crainte justement d'être l'objet de ces attaques armées. Donc c'est simplement inacceptable. Je crois qu'il est extrêmement important qu'un message fort soit adressé à ces acteurs. On ne peut pas aujourd'hui admettre que des populations centrafricaines soient ciblées tout simplement du fait de leur origine ethnique. Et là, je parle donc des populations Fulani, donc les Peuls, et c'est pourquoi j'insiste encore une fois pour que tous les efforts soient déployés afin que soit renforcé le processus de réconciliation nationale. Mais il faut aussi que le tribunal spécial qui a été créé soit mis rapidement en place afin que les auteurs de ces atrocités comprennent que leurs crimes ne resteront pas impunis. De ce point de vue aussi, des demandes ont été adressées déjà à tous les États membres de l'organisation pour nominer des candidats pour servir au sein de ce tribunal spécial qui va siéger à Bangui. Génocide de 1994, le Rwanda cible la France. Kigali a annoncé l'ouverture d'une enquête contre des responsables français soupçonnés d'avoir joué un rôle dans les tueries de 1994. Dans un communiqué repris par BBC, le procureur général rwandais a déclaré s'attendre à la coopération de Paris. 20 responsables français sont concernés par l'enquête, entre autres l'ancien chef d'état-major de l'armée française, le général Jean-Claude Lafoucarde, l'ex-commandant de la force turquoise déployée en 1994 au Rwanda sous mandat de l'ONU. Direction à présent Jérusalem. Israël se lave à grande eau et accuse la Palestine de mauvaise foi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dément l'information selon laquelle Israël veut détruire les mosquées Haram et Sharif. Pour Israël, le conflit ne doit pas susciter la haine entre les deux peuples. Sorna Natambay à Jérusalem. Depuis quelque temps, Israël essaie de renouer ou de fortifier ses relations avec des pays africains. C'est la grande ruée vers le continent noir, mais en partenariat dans les deux sens selon les autorités de ce pays qui repose sur deux piliers, le développement économique et la sécurité. Emmanuel Nachon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Nous faisons tous face au même phénomène qui est le phénomène de certains mouvements, de certaines organisations radicales qui représentent un danger pour la stabilité des États africains, de même qu'ils représentent un danger pour la stabilité du Moyen-Orient et de l'Europe aussi. Et dans ce domaine, Israël aussi a énormément d'expertise qu'elle est prête à partager avec des pays amis. Dans ces pays dits amis, beaucoup ont à plusieurs reprises manifesté leur soutien à la Palestine. Vu le conflit qui oppose les deux parties, l'État hébreu est souvent perçu comme un ennemi de l'islam. Pour Emmanuel Nachon, la religion n'a pas sa place dans ce conflit. Concernant cette question
question de la religion, elle est très importante parce qu'en fait, ce qu'on observe, et pas seulement au Sénégal, dans d'autres pays encore, c'est une volonté de transformer le conflit d'un conflit politique en un conflit religieux. Ça, c'est quelque chose qui est désastreux. D'ailleurs, on l'a vu ici avec toutes sortes de rumeurs selon lesquelles Israël veut détruire les mosquées sacrées de Haram el-Sharif. Selon lesquels Israël pratique une politique qui est anti-islam, anti-musulmane, etc. Maintenant, la meilleure arme que nous avons, c'est la vérité. Et voilà ce qu'il entend par la vérité. Nous avons invité des gens à visiter le mont du Temple. Le mont du Temple est ouvert, Haram el-Sharif, il est ouvert, on peut le visiter, on peut voir qu'il n'y a aucune discrimination. Il y a eu il n'y a pas longtemps une proposition de la Jordanie de mettre des caméras qui permettraient de filmer ce qui se passe sur l'esplanade des mosquées. C'est une proposition qui a été acceptée par Israël et refusée par les Palestiniens. Maintenant, il y a un piège dans lequel nous ne tomberons jamais. Si certaines personnes disent que le judaïsme est une mauvaise religion, ou pratique, ou fait ceci ou cela, nous ne tomberons pas dans le piège de dénigrer la religion d'autrui. Il y a une expression que les autorités israéliennes aiment beaucoup. Fini la politique sous la table, vive la politique sur la table. Désormais, ce pays exige la reconnaissance officielle de tous les pays qui d'habitude le sollicitent et lui tournent le dos pour soutenir la Palestine. Voilà en quelques mots ce qui résume leur nouvelle politique. Sornana Tambay, Jérusalem, Radio Futur Média. Sornana Tambay en Afrique du Sud. Antoine, coup d'envoi aujourd'hui d'un vaccin expérimental contre le sida. Si son efficacité est confirmée, il pourrait permettre de faire reculer la maladie selon la communauté scientifique citée par BBC. Vaccin conçu par les laboratoires pharmaceutiques GSK et Sanofi. Les résultats de l'essai sont attendus pour 2020. Aujourd'hui, 30 novembre. C'est en 30 novembre que le squelette de Lucie a été découvert en Éthiopie. C'était le 30 novembre 1974. Lucie, considérée comme la mère de l'humanité, même si elle ne détient plus le record d'ancienneté dans la branche des hominidés. Georges Betchediop, merci pour toutes ces informations. Rebonjour, cher Tidiane Diagne. Jour de pause pour les Lions du handball à la CAN en Angola. Oui, rebonjour et allez-y. Merci à vous, Antoine Diouf. Elles effectuent les Lions donc leur troisième sortie demain contre la Côte d'Ivoire avant de terminer avec le Cameroun vendredi. Hier, elles ont chuté face au pays hôte l'Angola. Les Lions ont enregistré une victoire d'entrée contre l'Algérie. Sambou Biagui, le chargé de communication à la Fédération sénégalaise de handball qui se trouve actuellement à Luanda, la capitale d'Angola, nous parle des chances de qualification de nos Lions au prochain tour. Il est joint au téléphone par Sodekam. Le Sénégal a beaucoup de chances encore pour la qualification parce que nous sommes dans un groupe de 5 équipes et les 4 vont se qualifier pour les quarts de finale. Le Sénégal a gagné son premier match qui était un match décisif face à la vice-championne d'Afrique, la RD Congo. Il fallait donc gérer contre l'Angola hier, en tout cas selon l'entraîneur, il ne faut pas forcer parce que l'Angola est pays favori et donc il ne faut pas forcer, laisser tous les armes dans ce match-là. Donc c'est la raison pour laquelle il a laissé tous les cadres sur le banc et la MVP Awa Diop qui n'a pas été alignée du tout dans ce match-là. Donc le Sénégal est au repos aujourd'hui. Demain, le Sénégal va jouer sa qualification face à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de battre la Côte d'Ivoire et de se qualifier avant la rencontre contre le Cameroun. Donc le Sénégal a un très bon match, a un match intéressant, important demain face justement à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ah oui, les précisions de Sambou Biagui, notez que les nations qui finiront parmi les 3 premières vont représenter l'Afrique au championnat du monde. C'est en Allemagne en 2017, Antoine. Le football avec le tournoi de l'UEMOA, le Sénégal est à un pas d'une qualification en finale. Avec une victoire et un match nul, les Lionceaux tiennent encore leur destin à main. La Guinée-Bissau, le prochain adversaire. L'analyse de jeu produit par les protégés de Koto dans ce mini-dossier signé Sodekam. Après 2 sorties dans cette compétition, le Sénégal reste toujours en tête de la poule B. Un bon résultat sur le plan comptable, mais aussi dans le contenu. Vu les adversaires des Lionceaux, selon Badara Sarr, le coach adjoint des U23 estime qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Plus de 80% de ces joueurs n'ont pas encore joué de match de championnat parce que beaucoup sont issus des centres, d'autres sont dans des clubs mais n'ont pas encore joué de match de championnat. Donc par rapport à tout ceci, vraiment on peut dire que les U20 sont en train vraiment de faire une bonne campagne. Peut-être on a noté quelques faiblesses physiques lors des deuxièmes périodes,
Mais je pense que cela est dû vraiment au manque de compétition de certains joueurs. Le rédacteur en chef du quotidien sportif Stade va dans le même sens. Pour Hubert Mbeng, les poulains de Joseph Koto méritent des encouragements. Qu'ils aient pu être en tête de leur poule après 2 journées, je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. C'est de bon augure et qu'on se comporte bien, alors qu'on n'a même pas la meilleure équipe junior possible du Sénégal. Il y a des absents. Bon, ils tiennent la route. Il faut se satisfaire de ce qu'ils sont en train de produire à Lomé. Pour ce tournoi de l'UMOA, l'équipe junior du Sénégal est dans la bonne voie, selon nos interlocuteurs. Prochaine sortie des Lionceaux, ce sera face à leur dauphin, la Guinée-Bissau. Des conseils de la part du coach Badara Sarr. Qu'ils ne fassent pas de calcul par rapport à l'autre match, parce que de l'autre côté, il y a le Burkina qui joue le Bénin. Ils n'ont qu'à se concentrer sur le seul match qu'ils ont à jouer contre la Guinée-Bissau et faire l'essentiel. Cher Tidiane, oui, on poursuit avec Monaco qui cale le Paris Saint-Germain et Nice qui sont en embuscade pour la place de leader. Oui, Nice, l'équipe de la Côte d'Azur qui se rend cet après-midi. Politique et vivre ensemble. Une des vertus la plus essentielle de la politique, on l'oublie trop souvent, c'est la pluralité des idées, des identités, des projets. Il y a alors l'obligation de raisonner, d'approfondir, d'affiner et de mettre ces idées en perspective. Parce que on s'attend à la confrontation intelligente des idées, à la contradiction. Et on la comprend, c'est que leur pays et les a contraints, avec d'autres hommes partageant ces valeurs, à se retrouver unis pour la même cause. Vous connaissez la suite, bien sûr. Mais qu'est-ce qui donc a changé dans la politique chez nous? Qu'est-ce qui explique ces flux négatifs, malveillants, voire haineux, souvent qui transforment l'envie de bâtir ensemble en hostilité féroce vis-à-vis d'autres citoyens, des membres d'autres membres de partis politiques? La différence d'appartenance idéologique, si tant est qu'elle en existe, de partis politiques doit nécessairement animer la vie des citoyens, contribuer à leur formation, à la du mouvement, selon le journal du groupe Futur Média qui parle d'un syndrome du Tassarou, c'est-à-dire la division. La tribune, quant à elle, est formelle sur le sujet. Manko Watu Sénégal vole en éclat, titre le journal des médias. À sa une, Odia met face à face des membres de l'opposition, prêts à répondre à l'invite du président et ceux qui ont décidé de ne pas y aller. Un peu plus loin, le président Macky Sall qui asperge tout autour du poivre et du sel. C'est pour dire qu'une scission au sein de cette coalition de l'opposition est en vue. Pour cause, une rencontre entre pouvoir et opposition. Ce sera un dialogue de sourds selon le journal Réumi qui estime que Manko Watu Sénégal est une coalition et non une alliance électorale. L'élection présidentielle en Gambie, c'est demain jeudi. Un sondage annonce la défaite de Yaya Jammeh, nous apprend Direct Info. L'enquête d'opinion donne vainqueur Adama Barrow avec 54%. Un cri du cœur à la une de l'Observateur, celui de Baba Kounta Diouf, chef d'entreprise sénégalais. Il raconte dans l'Obs l'histoire de son différend avec Cheikh Béthio. Il m'a réveillé à 2 heures du matin à foncer sur moi. J'ai livre un étranger parmi les siens. Le PDG du groupe Walfadjri dit parler pour tous ces laissés pour compte qui se sentent comme des étrangers. Demain jeudi 1er décembre sera célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. Le VIH frappe 4800 enfants au Sénégal. D'après Vox Populi, le journal d'ajouter que 46 000 porteurs du VIH sont répertoriés dans le pays. 2200 décès en 2015. Des chiffres, il y en a aussi à la une du journal Le Soleil. 234 960 emplois décents créés en 4 ans selon le ministère du Travail. Son budget a connu une hausse de près de 34%. De l'argent, il en est question dans Enquête qui parle de la grosse controverse autour de la 3e édition du festival de Guédiawaye. Son initiateur Fou Malade accuse la tutelle, la mairie de Guédiawaye et celle de Wahinan Nimzat de ne pas respecter leurs engagements. Les réponses du directeur des arts Abdoulaye Koundoul et du maire Racine Tala à lire dans Enquête. L'argent à l'origine des problèmes de Lamine Diack qui a vu sa demande de sortie du territoire français refusée. Libération nous apprend que l'ancien président de l'UDESA
SENAEF demande l'annulation pure et simple de la procédure. Il n'a pas été annulé mais reporté. Le combat Rocky Balboa Balla Beye numéro 2, combat prévu au Mali. Le promoteur Mansour Ao s'explique sur les raisons dans l'Observateur. Le parcours de Baboy, sa vie, sa personnalité, 23 ans de carrière d'une légende, raconté dans le choc du journal L'Observateur. Bonne lecture à tous. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. La météo avant de vous quitter. Au cours des prochaines 24 heures, le ciel restera ensoleillé sur la majeure partie du pays. Toutefois, des passages nuageux seront notés par endroits sur la moitié sud. La sensation de chaleur sera ressentie sur l'ensemble du territoire, notamment à Diourbel, Kaolack, Matam, Bakel, Linguère et Kédougou. Les maxi températures diurnes vont varier entre 29 degrés à Dakar et 39 à Matam. Voici le rappel des titres. Le procès de Barthélémy Dias, c'est demain et à la veille de ce rendez-vous judiciaire, le porte-parole du Parti Socialiste demande à son camarade et à la famille de Ndiaga Diouf de s'en tenir à la décision que la justice rendra audience au palais ce 1er décembre. L'opposition ne marche pas au même rythme. Il y a des notes discordantes au sein de Manko Wattu Sénégal. À Saint-Louis, après la démolition des 2 mosquées de Guet Ndar, les populations disent attendre maintenant le début des travaux d'assainissement prévus par la mairie. Selon les autorités municipales, l'on est dans les délais et puis les sortants de la FASTEF de 2013 font leur réapparition. Ils continuent de réclamer le recrutement par l'État. Journal présenté par Antoine Diouf. À la technique, Abdoulaye Didier, réalisation Barthélémy Ngom. 13h, Barthélémy Ngom, justement, pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, le journal de la foire avec El Hadj Daouda Diouf. À vous, Daouda. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 30 novembre, c'est le 5e jour de la 25e édition de la Foire internationale de Dakar. Le journal de la foire avec Daouda Diouf. D'habitude, on parle de foire de bonnes affaires, mais pour cette édition, exposants et vendeurs ne se frottent pas encore les mains. Les fêtes religieuses et les multiples foires régionales ont vidé les poches des acheteurs. En tout cas, c'est ce que certains vendeurs exposants ont dit au micro de Seydou Nourbat. L'année dernière, à une semaine de la foire, il y avait des visiteurs qui ne rentraient jamais sans acheter quelque chose. On faisait beaucoup de ventes l'année dernière. C'est pas la même chose, moi. Mais cette année, ces exposants de téléphones portables ou autres produits ne reçoivent que des visiteurs et qui leur font des promesses. Une par une, des fois tous les soirs. Des fois, ils viennent, ils demandent les prix, ils disent qu'ils vont repasser. Et si à une semaine de la foire, ce n'est toujours pas l'affluence, plusieurs raisons sont évoquées. Aussi, nous sommes entre deux événements, donc Gamou, Magal. C'est un peu compliqué, ça joue. Les fiaras qui se passent, c'est Baobab. On doit diminuer les foires qui sont là-bas. Oui, on fait tous les 2 ans. Le précédent Magal de Touba et le Gamou qui se profile à l'horizon de l'argent dépensé et qui sera encore, la foire ne peut que payer les frais de ces 2 événements religieux. C'est ce que pensent exposants, commerçants et vendeurs. Ils ne sont d'ailleurs pas sûrs qu'une prolongation pourra leur permettre d'écouler leurs produits. Monsieur Nourouba, merci. Si certains exposants et commerçants ne voient pas encore la couleur de l'argent, tel n'est pas le cas du côté des exposants du Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC. Les exposants venant des régions ont été pris en charge gratuitement. C'est ce que nous dit Makumba Bey dans ce reportage. Le concept du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, consiste à agréger le maximum de talents en un seul lieu. Demba Faye est le chargé des études et de l'assistance aux chargeurs. Toutes les 14 régions sont représentées par au moins un artisan. Les représentants des régions ne déboursent rien. Le COSEC se charge de tout et leur donne même de l'argent de poche. C'est le COSEC qui prend en charge tout. Le COSEC leur donne un stand déjà payé et un appui de 100 000 francs pour leur permettre de transporter les produits qu'ils exposent au niveau du stand. Même dans les autres pays, le COSEC assiste les chargeurs sénégalais pour la promotion de leurs produits et de leurs talents. D'exposer aussi au niveau des foires sous-régionales, voire même des foires de toutes
toutes les foires internationales. Je crois que hier seulement nous sommes venus du Burkina Faso. Il y a le salon international de l'artisanat. Il y a aussi le marché ivoirien de l'artisanat qui vient de se passer à Abidjan. Nous avons amené 8 chargeurs. Pour ce qui concerne le Burkina, on a convoyé une caravane, n'est-ce pas, d'une trentaine de chargeurs. Et tout cela, c'est effectivement un concours dans notre politique d'assister les chargeurs. En plus des 14 représentants des régions, le COSEC choisit 10 autres exposants pour faire de son stand le Sénégal en miniature. Macoumba Bey, la foire prend fin le 9 décembre prochain, mais déjà un pays nous dit au revoir. Les Chinois étaient à la foire avec 150 entreprises qui ont exposé produits et équipements. Il faut dire, Macoumba Bey, au Sénégal, les descendants de Mao ont pu nouer des partenariats, c'est le B2B. À Fatick, les exposants aussi ne se plaignent pas. Le comité régional d'organisation et la mairie, on les ont mis dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est ce que dit Ndeye Khadou Diamé, c'est le chef de la délégation de Fatick au micro de Macoumba Bey. L'organisation est assurée par les 2 chambres consulaires. C'est le gouverneur de la région qui crée par arrêté un comité d'organisation de la participation de la région au niveau de la foire internationale de Dakar. Ce comité est présidé par le gouverneur. Donc c'est le comité qui s'occupe de tout, de l'achat des stands, du convoi des exposants et de leurs bagages jusqu'à la foire internationale. Et de tout ce qui s'ensuit l'organisation de la journée de la région chaque année. Donc c'est le comité qui paye à la place des exposants ou bien? Oui, c'est le comité qui paye à la place des exposants parce que les exposants ne participent pas. On ne leur demande pas de participation. Tout est gratuit pour eux. Ces 2 ans, c'est le maire M. Matarba, ministre des Sports, qui paye le stand l'année dernière et cette année. C'est combien? C'est 590 000. Et vous exposez quoi ici? On expose par exemple les produits agroforestiers transformés, c'est-à-dire les céréales locales, les produits agroforestiers, c'est-à-dire le miel, le bissap, le bouilli, et ainsi de suite. Bon, le bissap, vous savez que dans la région, dans le département de Foundiougne, il y a beaucoup de bissap. Il y a aussi les produits halieutiques. Alors, pour ce soir, rendez-vous au podium de la télévision Futur Média, la TFM, au concert, le rap Dip Doundou Guiss. Et le groupe Akhlou Brick Paradise. Donc si vous aimez le rap, nous vous invitons ce soir au podium, c'est avec l'équipe de Ndiagando. N'oubliez pas aussi que le groupe Futur Média a délocalisé son service commercial pour les besoins de la 25e FIDAD. Julia et Sarata vous accueillent avec un sourire, mais aussi avec des prix promotionnels. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à Lugassé, Mantouré, Macoumba Bey, Seydou Nourba, Raja Sengay, Boubacar Diallo qui m'ont aidé à réaliser le journal. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.